BFM Bourse, on refait la séance. Avec Aymeric Blon, il vient de nous rejoindre, gérant pour Taylor AM. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Comment disait-on, la poutre travaille. C'est comme ça que le gouvernement, le premier gouvernement Macron s'exprimait. Vous savez, quand on a eu cette recomposition de la vie politique française au début de l'ère Macron en France, on sent que la poutre géopolitique, elle aussi, est en train de travailler en ce moment. Avec aussi ce qui s'est passé ce week-end, on va en parler bien évidemment. Pas de gros mouvements sur les cours du pétrole néanmoins. Ici, à Paris, avant de rentrer dans le détail des valeurs, des paris pour l'année, là. On est en début d'année 2026. Quel secteur, selon vous, feront l'année 2026 sur les marchés européens? Encore les banques, encore la défense, ou vous en voyez d'autres? Les banques, oui, certainement. La défense, je serais un peu plus circonspect. Oui, effectivement, la défense, globalement, quand on compte toutes les sociétés concernées dans le thème de la défense, on voit des carnets de commandes qui sont très importants, mais je trouve que le marché a anticipé beaucoup d'années d'expansion des bénéfices par action. Donc du coup, j'ai pris un peu de recul par rapport à ce thème. On n'est pas à l'abri non plus qu'on ait un effet momentum avec la signature de la paix en Ukraine. Ça pourrait donner un gros choc au thème de la défense. Donc oui, je suis toujours acheteur parce que fondamentalement, on a des cartes de commande extrêmement importants. On a beaucoup d'acteurs en Europe très intéressants à jouer, mais on a cette épée de Damoclès qui est entre guillemets la signature du traité de paix avec l'Ukraine. Et ça pourrait effectivement donner un choc, mais qui pourrait être un choc qui permettrait après de faire des achats. Donc voilà. Secteur de la défense sur lequel Rheinmetall se distingue, un gros contrat annoncé aujourd'hui pour Rheinmetall, le titre gagne 9%, et Exel Technologies, gros contrat pour des drones sous-marins d'Exel Technologies, c'est le deuxième plus gros contrat historique d'Exel Technologies pour des drones sous-marins. Exel gagne 15% ce soir. Le titre avait déjà quadruplé l'an dernier, plus 400%, et on démarre l'année à plus 15 aujourd'hui. Il faut continuer d'acheter cette valeur Exel particulièrement ou pas? Là encore, je pense qu'il faut être un peu prudent. Quand on est prudent, on a entre guillemets cette menace de paix en Ukraine qui pourrait effectivement nuire au thème. Ouais. Mais quand on parle aux dirigeants d'Exel, il y a un carré de commande, il y a un pipeline commercial très important. Là, on parle quand même d'un contrat qui est signé de quelques centaines de drones, mais c'est 40 millions de chiffres d'affaires potentiels. C'est pas énorme non plus. Mais il y a un carré de commande et un pipeline commercial bien plus important qui sont en attente d'être signés cette année et les années qui viennent. Exel plus 15 ce soir. Secteur bancaire, est-ce que vous y croyez fort pour 2026? C'était déjà l'un des meilleurs performeurs 2025. Je pense que ça sera toujours. Après, il faut être un petit peu discrétionnaire sur la partie géographique. Je pense notamment à l'Europe du Sud, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, qui ont, avec des acteurs bancaires très intéressants, en très bonne santé, avec des ratios prudentiels de très bonne qualité. Donc je pense que ça pourrait se jouer à ce niveau-là. Après, si on spécule que l'année prochaine, 2026, sera une bonne année économiquement parlant, et d'un point de vue de la macro également, on pourrait penser que ce regain économique pourrait là aussi booster un petit peu le volume d'affaires de ces banques. Donc non, je pense qu'effectivement en Europe, les banques ont encore de beaux jours devant elles. Bon, secteur bancaire donc, d'autres idées pour 2026 ou une valeur dont vous vous dites celle-là, il faut l'avoir en portefeuille, ce sera son année? Alors, il y a d'autres idées thématiques sur infrastructure, énergie renouvelable, construction, transition énergétique, les électriciens notamment, etc. Mais nous, on a une pépite qu'on a en portefeuille qui est un peu connexe à ces idées sur le Venezuela, sur la partie énergétique, etc. On pense à Technip Energy, qui effectivement a elle aussi un carnet de commande très important, 16 milliards, un pipeline commercial de 50 milliards. Bref, de belles perspectives là aussi. Bon, voilà, quelques idées. Ce soir, le CAC 40, on vous rappelle, gagne 0,2% en clôture. Puisque vous parlez Venezuela, vous me tendez la perche et vous l'attendez surtout à nos auditeurs et téléspectateurs. On a des questions d'auditeurs sur cette question vénézuélienne. Sur X notamment, cet auditeur, il s'appelle, il nous écrit souvent Cactus Piquant, on le salue. C'est son pseudo, je vous rassure. Quelles entreprises européennes, nous demande-t-il, quelles entreprises européennes pourraient se positionner sur le marché vénézuélien amené à se réouvrir éventuellement? Alors déjà, spontanément, on peut penser à deux. Morel et Prom, qui est à 25% de son chiffre d'affaires potentiel là-bas. Alors aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires qui est sous embargo d'autorités réglementaires pétrolières. Morel et Prom a gagné 7% aujourd'hui d'ailleurs. Oui, mais je pense que... pour le coup, les analystes commencent à écrire un petit peu sur les perspectives potentielles si jamais ces 25% étaient libérés, parce que aujourd'hui ce chiffre d'affaires est bloqué. Si ce chiffre d'affaires est libéré, ça pourrait être effectivement ça changerait un peu la face du dossier. Après, il y a un autre acteur, Repsol, qui est exposé à
À vos souhaits. Un autre acteur, Repsol, qui est exposé à hauteur de 10% de son chiffre d'affaires en Espagne. Donc là aussi, un dossier très intéressant à suivre. Et après, il y a beaucoup d'Américains. Des Américains qui avaient été justement dépossédés par le gouvernement actuel et précédent et qui pourraient avoir la tentation de demander au tribunal de commerce de l'argent pour effectivement compenser cette... Il y a qui, par exemple je pense à ExxonMobil, par exemple. Alors justement, les acteurs américains, ils sont en hausse. Chevron gagne 5%. Oui, Chevron, bien sûr. Ils sont implantés. Ils ont réussi à rester implantés au Venezuela à travers une co-entreprise avec l'entreprise publique vénézuélienne du pétrole. Résultat, donc Chevron peut être le mieux positionné des acteurs américains pour tirer du pétrole. En premier, Chevron gagne 5%, devant Exxon, plus 2%, devant Occidental Petroleum, plus 3% en ce moment. Puis surtout, les raffineurs américains sont en hausse, les parapétroliers américains de 8-10%. Antoine. Ouais, en revanche, Total a perdu 0,55%. Parce que là, il ne faudra pas tenir... Il ne faudra pas compter à ce qu'ils aient leur part de gâteau. Donald Trump va considérer que c'est chasse gardée. Mais oui, on parlait de Morel et Prom. Et puis de tous ces parapétroliers qui ont les technologies. Encore une fois, et on en a beaucoup parlé avec Benjamin Louvet en cours d'émission, le pétrole vénézuélien, c'est un pétrole qui est extrêmement lourd, extrêmement dense, qu'il faut beaucoup raffiner. Il va falloir beaucoup investir sur l'infrastructure pétrolière parce que c'est les deuxièmes réserves mondiales prouvées. Mais enfin, c'est un producteur vraiment très ponctuel sur l'ensemble des producteurs de pétrole, le Venezuela. Et tous ceux qui ont la technologie pour améliorer cette productivité pétrolière pourraient être sollicités. Je sais pas, je pense à Viridien, l'ex-géophysique, qui est spécialiste de la prospection sismique. C'est une technologie qui est très, très demandée et qui pourrait être utile aux Américains, en plus. Viridien gagne 4% aujourd'hui, 4%. Ouais. Ouais, et puis on le voit, ça s'est joué en toute fin de séance. Le titre fait une verticale comme ça. C'est assez impressionnant. Donc peut-être qu'il a commencé à intéresser certains investisseurs. Ah oui. Bon, dans les tubes sans soudure, Vallourec, par exemple Tenaris, Tubacex. Non, mais effectivement. On a également, aux États-Unis, Palantir. On vous a beaucoup expliqué dans l'émission pourquoi Palantir aussi sort gagnant des péripéties de l'opération vénézuélienne. Palantir, parce que Palantir a été au cœur de la stratégie d'attaque américaine sur Caracas pour capturer Nicolas Maduro, une tech américaine au cœur de ce qui s'est passé et qui aujourd'hui, Palantir gagne un peu plus de 5%. On en parlait dans USA Today tout à l'heure avec John Plassard. Là, à retrouver USA Today en replay sur notre application BFM Business. Vous êtes peut-être plus nombreux encore que d'habitude à nous écouter en direct, 17h52, parce que beaucoup de Franciliens sont prisonniers des bouchons. Il neige énormément là, pas que sur l'île de France, sur toute une partie du nord-ouest de la France, mais alors sur l'île de France, on est sur un record d'embouteillage. On vous accompagne, on pense à vous si vous suivez en direct en voiture, à la radio. 1000 km de bouchons, plus de 1000 km de bouchons. La barre vient d'être franchie en Île-de-France. C'est un record. Jamais on a vu des bouchons aussi importants en Île-de-France. La neige s'est invitée en plein après-midi, un jour de rentrée. Le CAC ce soir termine à plus 0,2%. Des idées encore toujours pour la suite. Un autre auditeur, Marc, nous demande s'il faut investir sur les ETF Amérique du Sud. ETF Amérique du Sud avec peut-être une réouverture, on ne sait pas, à venir du Venezuela. Ouais. Bof. Non, je resterai prudent là-dessus. C'est quand même un signal assez fort envoyé à la continuité des gouvernements en place au LATAM. Donc je resterai un petit peu prudent là-dessus. Mais effectivement, après, par effet un peu ricochet ou effet tout simplement de sympathie, on l'a vu, c'est la bourse colombienne qui est montée de 1%, c'est ça? Oui, gagne 1% la bourse de Colombie, là, malgré les menaces de Donald Trump. Ou grâce aux menaces, parce que du coup, le marché se dit, avec les élections qui approchent en Colombie, les électeurs voteront peut-être plus à droite qu'à gauche pour satisfaire Donald Trump. Voilà. Tous ces effectivement gouvernements un petit peu de gauche qui aujourd'hui ont des problématiques pour gérer leur pays pourraient basculer de l'autre côté de l'échiquier politique parce que pour ces raisons de menaces. La bourse de Bogota gagne 1% aujourd'hui malgré ou grâce aux menaces de Donald Trump qui pourraient influencer les électeurs colombiens. Ils sont amenés à se prononcer sur les législatives dans 3 mois et une présidentielle dans 6 mois. Peut-être les électeurs, sous la menace des Américains qui critiquent et qui menacent vertement Gustavo Petro, peut-être que les électeurs se diront « Oh là là, on va jouer la sécurité, voter plutôt à droite pour histoire d'éviter un conflit avec les États-Unis. » À suivre. Gustavo Petro qui a répondu tout à l'heure aux Américains, qui leur a répondu « Je suis prêt à reprendre les armes face à Washington. » C'est un ancien guérillero, le président colombien actuel. Ça va peut-être pas faire plaisir à Donald Trump et peut-être que cette mayonnaise-là est amenée à continuer de monter. Bon, ce soir, donc, on est en hausse. Alstom a profité de la hausse, profité du mouvement et même porté ce mouvement. 3 contrats annoncés pour un total de 2,5 milliards d'euros. Alstom gagne plus de 5% en clôture. On aime Alstom du côté de Taylor AM. Oui, on l'aime. Mais c'est un dossier qu'on aime depuis quelques mois déjà. On en a déjà parlé, d'ailleurs, entre nous deux. Mais effectivement, là, on arrive vraiment à un tournant où de crédit
crédibilité pour le management qui aujourd'hui engrange des contrats rentables, des contrats gigantesques. On parle de jumbo contrats. Et aujourd'hui, on arrive à un niveau de assez record, je crois, historique, de contrats enregistrés au niveau du carnet de commandes. On n'est pas loin des 9-10 milliards. Ouais, voilà, c'est une bonne perspective. Et un vrai revival. Dernière question, le luxe. Oui, notre CAC 40 pour repartir de l'avant, il aura du mal sans le luxe. Déjà, en plus, on a des échéances électorales qui risquent de peser. Au fur et à mesure qu'on approchera de la présidentielle, ça créera de l'aléa, de l'incertitude. Et les marchés n'aiment pas ça. On verra si le CAC 40 risque d'en souffrir. Mais est-ce qu'on pourra au moins compter sur le luxe en cette année 2026 ? Peut-être. On a vu qu'aux États-Unis, le luxe fonctionnait encore. Il nous manquait la composante chinoise. Et là, on vient d'avoir des données de consommation chinoises qui étaient plutôt positives. On n'est pas à l'abri que sur un malentendu, la consommation discrétionnaire chinoise reparte sans l'aide d'un plan de relance à la consommation, ce qu'on attend depuis longtemps en Chine. On a eu des plans de soutien à l'économie et à certains secteurs, immobilier, bancaire, etc. Mais on n'a pas eu de plan de relance de la consommation. Et là, aujourd'hui, sans ce plan de relance à la consommation, on semble avoir frémir ce vivier de consommation. Et sur la Chine, et les autorités chinoises, Xi Jinping, ont refixé un objectif de croissance pour cette année de 5%. Maintiennent 5% malgré une consommation qui a eu du mal ces dernières années. Merci Aymeric de nous avoir accompagnés, de nous avoir ouvert des perspectives pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Aymeric Blond pour Taylor AM. Ce soir, le CAC gagne dans de faibles volumes, 0,2%. Les bourses seront portées cette année par le populisme. C'est Emmanuel Salle qui nous l'expliquait tout à l'heure, le président de la financière de la Cité. C'était dans la bourse cash. Il a parlé cash sur les perspectives de cette année sur les marchés et en quoi le populisme pourrait porter les marchés cette année pour les mettre en risque, néanmoins à moyen terme. C'était très précis. La bourse cash, cette séquence est disponible en replay sur l'application BFM Business.